Il l'a humiliée devant tout le monde lors de l'événement, sans savoir qu'elle arriverait au bras du millionnaire propriétaire des lieux. Une femme qui gagnait moins de 2 000 € par mois pour servir des flûtes de crément à des gens qui n'avaient jamais connu la faim. Un homme qui possédait 3 espaces événementiels, un patrimoine de 52 millions d'euros et une table dressée chaque soir pour une seule personne. Et entre eux deux, une humiliation publique qui dura exactement 7 secondes. 7 secondes qui changèrent la trajectoire de 2 vies entières. Appuyez sur like et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne. Et allons découvrir cette histoire. Nathalie Moreau avait 29 ans ce jeudi-là de novembre, et elle connaissait par cœur la sensation du froid parisien contre les chevilles quand on sort du RER B à 5h45 du matin. Elle connaissait aussi la texture du parquet en chêne ciré du couloir de service de l'espace Cavalcanti, les grincements précis qu'il produisait au 3e et au 7e pas depuis la porte de chargement, parce qu'elle avait travaillé dans cet espace à 4 reprises au cours des 8 derniers mois pour le compte de Saver & Art, l'entreprise de buffet qui l'employait depuis 2 ans et demi. Elle connaissait les noms des autres agents de service. Elle savait que Julien avait tendance à disparaître pendant les pauses et que Patricia portait des semelles orthopédiques cachées sous ses chaussures noires réglementaires. Elle connaissait tout ça avec la précision tranquille de quelqu'un dont l'attention aux détails était non pas une qualité professionnelle cultivée, mais une nécessité profonde, une manière d'exister dans des espaces qui ne lui appartenaient pas. Elle était arrivée à 7h10, 20 minutes avant l'heure demandée, avec son uniforme repassé la veille dans l'appartement de 39 mètres carrés qu'elle partageait avec Lucie, sa sœur de 17 ans, à Ivry-sur-Seine. L'appartement donnait sur une cour intérieure, la lumière n'entrait vraiment qu'entre 11h et 13h, et les murs avaient cette légère humidité de novembre qui s'insinuait sous les couvertures malgré le radiateur électrique qu'elle laissait tourner la nuit pour que Lucie n'aille pas au lycée en ayant froid. Nathalie avait repassé son uniforme à 22h30, après avoir vérifié les devoirs de Lucie et mangé un bol de soupe de légumes qu'elle avait préparé le dimanche pour tenir toute la semaine. Elle avait avalé le bol debout, appuyée contre le plan de travail de la cuisine, regardant par la fenêtre les fenêtres allumées de l'immeuble d'en face sans vraiment les voir. 3 ans. Cela faisait 3 ans que leur mère était morte d'une rupture d'anévrisme, un mardi matin d'octobre, à 52 ans, sans que personne ne l'ait vu venir. Cela faisait 3 ans que Nathalie, qui avait alors 26 ans et un contrat d'assistante administrative dans une PME de Montreuil, avait posé la question qu'on pose dans ces moments-là. Qui s'occupe de Lucie? Lucie, qui avait 14 ans et qui dormait encore dans la chambre où leur mère gardait ses affaires de couture sur une chaise au coin. Nathalie n'avait pas eu à réfléchir longtemps. Il n'y avait pas eu de réflexion. Il y avait eu une évidence silencieuse, la même que quand on attrape quelque chose qui tombe, avant même d'avoir décidé de le faire. Elle avait démissionné du contrat d'assistante. Le salaire ne couvrait pas la nouvelle réalité de 2 personnes, et cherchait ce qui payait davantage par heure sans nécessité de diplôme supplémentaire. Le service événementiel payait mieux que la restauration classique. Les horaires étaient décalés, mais les pourboires compensaient. Et Saver & Art avait la réputation de travailler dans des lieux de prestige, ce qui voulait dire des clients généreux et des équipes organisées. Elle avait passé l'entretien un mercredi, commencé le vendredi suivant, et ne s'était plus jamais absentée un seul jour, sans prévenir 48 heures à l'avance. Ce jeudi de novembre, l'événement était le gala annuel de remise de prix de Tech France, une fédération professionnelle qui réunissait 200 dirigeants, managers et partenaires du secteur technologique français. L'espace Cavalcanti, situé au cœur de la Défense à Courbevoie, était l'un des lieux événementiels les plus demandés de la région parisienne pour ce type de soirée. 900 mètres carrés de surface principale, verrières industrielles converties en plafond de verre fumé laissant entrer la lumière de la tour Grande Arche au coucher du soleil, des colonnes en acier poli que les éclairages de scène transformaient en miroirs ambrés le soir venu.
Ce soir-là, tout le salon avait été dressé en configuration cocktail dînatoire, avec des tables rondes hautes, recouvertes de nappes ivoire, des compositions florales en branches de saule et pivoines séchées, et un buffet de réception, le long du mur nord, dont Nathalie et 5 autres agents avaient passé 3 heures à assembler les plateaux. Elle circulait depuis 21 heures avec son plateau de flûte de crément d'Alsace, naviguant entre les groupes avec la fluidité qu'on acquiert après 2 ans et demi à se déplacer dans des foules habillées en costumes qui coûtent plus cher que son loyer mensuel. Elle souriait quand il fallait sourire, s'effaçait quand il fallait s'effacer, proposait une flûte avec la formule exacte, un léger inclination de plateau vers l'invité, un regard bref et ouvert, jamais insistant. C'était une chorégraphie qu'elle avait perfectionnée sans s'en rendre compte, une manière d'être présente sans occuper d'espace. À 22h10, elle était dans le secteur nord-est du salon, à proximité d'un groupe de 15 personnes rassemblées autour d'une table haute quand elle vit le visage. Elle l'aurait reconnu n'importe où. La façon dont la mâchoire s'avançait légèrement quand il riait, la manière dont il tenait son verre de vin par le pied, comme s'il avait appris quelque part que c'était comme ça qu'on faisait. Le veston bleu nuit, légèrement trop ajusté aux épaules qu'il portait, avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de se l'offrir. Romain Lefebvre, 36 ans, désormais gérante de marketing de Tech France, invité VIP de la soirée. Nathalie sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, une sensation précise qu'elle reconnut immédiatement comme ce qu'elle avait ressenti exactement 14 mois auparavant. Un dimanche matin de septembre, quand il lui avait dit qu'ils n'allaient nulle part ensemble. Pas de dispute préalable, pas de construction narrative, juste ces mots, sortis calmement, avec la même logique que quand on explique pourquoi on change d'opérateur téléphonique. Il lui avait dit qu'il avait besoin de quelqu'un de son niveau. Il avait utilisé ce mot, niveau, comme si elle était un palier d'ascenseur où il s'était arrêté par erreur. Elle avait continué à avancer. C'était la seule décision possible. Reculer aurait signifié traverser le groupe, attirer l'attention, créer une perturbation dans la géographie de la soirée. Elle avait continué à avancer avec son plateau, les 6 flûtes alignées dessus, avec 1 millimètre d'espace entre chacune, et elle était à environ 3 mètres de lui quand il tourna la tête et leurs regards se croisèrent. Il y eut une fraction de seconde où rien ne se passa. Puis il sourit, ce sourire particulier qu'il avait quand il tombait sur quelqu'un d'ancien et se rappelait qu'il avait progressé depuis, et il dit, d'une voix assez forte pour que les 15 personnes autour de lui entendent distinctement, « Nathalie, quelle coïncidence de te voir ici à servir des drinks. Je pensais que tu allais faire quelque chose de ta vie. Mais ça fait sens, non? Chacun à sa place. » Il y eut des rires courts, discrets, le genre de rire de salle d'attente que les gens produisent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Nathalie sentit la chaleur monter dans son visage de la façon dont le sang monte, vite et profondément, en occupant chaque centimètre de peau. Ses mains se serrèrent autour du bord du plateau. Les 6 flûtes tinrent. Elles tinrent parce que ses mains tinrent, et ses mains tinrent parce qu'elle décida dans ce fragment de seconde qu'il ne la verrait pas trembler. « Excusez-moi, dit-elle, juste ça. Pas d'explication, pas de réponse. 2 mots prononcés avec la neutralité exacte de quelqu'un qui s'adresse à un obstacle dans un couloir. Elle se détourna et s'éloigna vers le secteur ouest du salon, son plateau toujours parfaitement horizontal. Elle ne savait pas qu'un homme se trouvait à moins de 4 mètres de là et avait observé la scène entière sans dire un mot. Raphaël Cavalcanti avait 44 ans. Et il connaissait chaque centimètre de l'espace Cavalcanti parce qu'il l'avait racheté 6 ans auparavant, alors qu'il n'était qu'un entrepôt de la Défense, reconverti à moitié, avec une toiture en mauvais état et un seul client à l'année. Il l'avait transformé en 3 ans de travaux et d'obstination en ce qu'il était ce soir, le lieu le plus demandé de la région pour les galas corporatifs de haut niveau, le premier des 3 espaces du groupe Cavalcanti Événements, dont les 2 autres se trouvaient à Lyon et à Bordeaux pour un chiffre d'affaires annuel consolidé de 18,5 millions d'euros.
Ce soir-là, comme il le faisait souvent lors des événements accueillis dans ces espaces, il circulait incognito parmi les invités, sans badge nominatif, sans être accompagné, dans une tenue volontairement sobre. Veston gris anthracite, chemise blanche sans cravate, montre classique dont rien dans l'apparence extérieure ne trahissait le prix. C'était une pratique qu'il avait adoptée très tôt. Voir comment ses équipes fonctionnaient quand elles ne savaient pas qu'ils regardaient, sentir la température réelle d'un événement, identifier ce qui pouvait être amélioré dans l'expérience d'un client. Il avait appris plus en observant depuis l'intérieur des foules que dans toutes les réunions opérationnelles des 6 dernières années. Il tenait un verre de jus de raisin. Il ne buvait plus d'alcool depuis son divorce. Une décision prise sans dramaturgie et maintenue sans effort. Et regardait l'organisation du buffet Nord quand il avait vu la scène se dérouler. Il avait entendu chaque mot de Romain Lefebvre. Il avait vu les 15 personnes autour de lui. Il avait vu les rires. Et il avait vu Nathalie. Il avait vu comment elle avait tenu le plateau, comment elle s'était retournée. Comment elle avait traversé le salon jusqu'au secteur ouest avec exactement la même posture qu'avant, dos droit, épaules ouvertes, plateau horizontal, comme si ses muscles avaient décidé de leur propre chef de ne pas laisser 7 secondes d'humiliation publique modifier leur mémoire. Il resta immobile plusieurs secondes après qu'elle eut disparu derrière le groupe du fond, et il ressentit quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer avec précision à cet instant, mais qui ressemblait à du respect, pas de la pitié, pas de la commisération, du respect, de la même nature que celui qu'on éprouve face à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, avec une dignité qui ne cherche pas à être vue. Les 2 heures suivantes, il les passa à faire ce qu'il faisait habituellement lors de ses soirées, circuler, observer, échanger 2 phrases avec le responsable logistique sur un problème de sono dans le secteur Est, noter mentalement que le renouvellement de l'éclairage de la verrière ouest devrait être planifié avant mars. Mais par 2 fois, son regard revint chercher Nathalie dans le salon. Elle travaillait avec la même efficacité tranquille. Elle souriait aux mêmes gens qui venaient d'entendre l'homme la ridiculiser. Elle ne cherchait pas Romain du regard, ne l'évitait pas visiblement, ne modifiait pas son circuit. Elle faisait son travail. À minuit moins 10, le gala commençait à se vider. Les derniers invités récupéraient leurs manteaux au vestiaire. Les équipes de service commençaient le démontage des buffets, et Raphaël avait salué le directeur de Tech France dans l'entrée principale avant de se diriger vers le couloir des services au fond de l'espace, là où les agents de buffet rangeaient le matériel avant le chargement. Il cherchait la responsable logistique de Saveur & Art pour signer la feuille d'émargement de la prestation. C'est là qu'il la trouva. Nathalie était seule dans le couloir, son plateau sous le bras. Son veston d'uniforme légèrement déboutonné au col, les cheveux qui avaient commencé à s'échapper de la tresse serrée du début de soirée. Elle regardait son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui calcule mentalement quelque chose d'urgent. Il comprit plus tard que c'était l'heure du dernier métro. Il s'approcha et dit simplement « Vous avez bien travaillé ce soir ». Elle leva les yeux vers lui. Un regard direct, sans coquetterie et sans méfiance particulière, juste l'évaluation rapide de quelqu'un qui ne connaît pas son interlocuteur et prend la peine de regarder avant de répondre. « Merci », dit-elle avec une fatigue honnête dans la voix, « mais je suis en retard pour le dernier métro. » Raphaël ne bougea pas, ne chercha pas à allonger la conversation. « Je peux vous déposer si vous voulez. » Elle le regarda une seconde de plus cette fois. Pas de manière hostile, mais avec le regard précis de quelqu'un qui a appris à évaluer les propositions des inconnus sans paranoïa, mais sans naïveté non plus. « Je n'accepte pas les voitures de gens que je ne connais pas. C'est raisonnable, » dit-il immédiatement. Il plongea la main dans la poche intérieure de son veston et sortit une carte de visite simple. Nom, numéro, rien d'autre. « J'ai une carte. Si vous voulez prendre un café et parler un jour, vous pouvez appeler. » Nathalie prit la carte sans la regarder et la glissa dans la poche de son tablier avec le geste automatique de quelqu'un qui vient de recevoir le 7e ticket de caisse de la journée, certaine de n'y plus penser. Elle hocha la tête brièvement, resserra son plateau sous son bras et repartit vers la salle pour aider au démontage.
Raphaël regarda la porte du couloir se refermer derrière elle et resta immobile une seconde, une sensation étrange dans la poitrine qu'il ne prit pas la peine d'analyser. Puis, il alla signer la feuille d'émargement et sortit par l'entrée principale dans le froid de novembre de la Défense, les mains dans les poches, sans motoriste, marchant jusqu'au parking souterrain comme tous les soirs où il restait jusqu'à la fin. La nuit était claire et froide, et les tours de verre de la Défense projetaient de leur lumière blanche sur le parvis désert. Il rentra à Neuilly-sur-Seine en 22 minutes, monta dans l'appartement de 275 mètres carrés en terrasse, dont les baies vitrées donnaient sur la Seine, réchauffées à la perfection par le système de chauffage programmé, et dîna des restes d'un plateau repas commandé l'avant-veille, seul à la table de 12 places qu'il n'avait jamais remplacée après le divorce parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'en avoir besoin. Il s'endormit assez vite, ce qui était rare. Et dans les dernières secondes avant le sommeil, il revit brièvement une image, un plateau de flûte qui ne vacillait pas. La carte resta dans la poche du tablier pendant 8 jours. Nathalie avait remis le tablier dans le sac en coton qu'elle gardait accroché derrière la porte de la salle de bain, le même sac qu'elle emportait à chaque prestation de Saveur & Art, avec les 2 épingles de sécurité de rechange, le petit miroir compact et le stylo pour signer les feuilles de présence. Elle n'avait pas repensé à la carte. Elle avait repensé à Romain. Ça, elle ne l'avait pas choisi. Ça s'était produit de la façon dont les choses non réglées se reproduisent, dans des moments précis et involontaires. En attendant le bus sur le boulevard de la Gare, un vendredi matin, en faisant la queue à la caisse du supermarché Franprix du bas de sa rue, en regardant Lucie faire ses devoirs de philo à la table du salon. Elle revoyait la scène par fragments. La façon dont il avait souri avant de parler. Le mot « niveau » qui revenait, cette fois dans une construction différente, mais avec la même logique. Chacun à sa place. Elle entendait les rires courts, discrets, les rires de gens qui ne savaient pas quoi faire, mais qui avaient ri quand même. Elle ne pleurait pas. Elle avait pleuré 14 mois auparavant, le soir où Romain était parti, des pleurs de colère et de fatigue mêlés, assise sur le carrelage de la salle de bain pour ne pas réveiller Lucie. Cette nuit-là, elle avait pleuré longtemps. Depuis, elle avait l'impression que cette réserve-là était épuisée. Pas qu'elle était devenue insensible. Elle était simplement passée de l'autre côté de quelque chose, dans un territoire où les émotions se déposaient autrement, plus lourdement, sans l'évacuation que les larmes permettaient autrefois. Le vendredi de la semaine suivante, elle lava le tablier avec le reste du linge en machine à 30 degrés. Elle sortit la carte de la poche avant de mettre le tablier dans le tambour. Un réflexe, elle vérifiait toujours les poches avant le lavage depuis le jour où elle avait oublié un billet de 20 € dans un jean et l'avait retrouvé en bouillie collé contre la paroi du hublot. Elle posa la carte sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain, à côté du pot de crème hydratante de Lucie, sans la regarder vraiment, et continua. Ce n'est que le lendemain matin, en allant chercher sa crème solaire dans l'armoire de la salle de bain, un reste d'été qu'elle utilisait encore en hiver pour les matins de grand froid, qu'elle prit la carte et la lut vraiment pour la première fois. Raphaël Cavalcanti, un numéro de téléphone portable, rien d'autre. Elle retourna la carte, vierge au verso. Elle la reposa et alla préparer le café. Mais le nom était entré dans sa tête maintenant. Cavalcanti. Comme l'espace. Elle s'assit à la table du salon avec son café, ouvrit son téléphone, tapa le nom dans le moteur de recherche. Les résultats arrivèrent en moins d'1 seconde. Raphaël Cavalcanti, fondateur et PDG du groupe Cavalcanti Événements. Un article de Challenge datant de 2 ans, avec une photo. Lui, dans une des salles de l'espace Cavalcanti, veston sombre, debout près d'une fenêtre. Le même homme du couloir. Elle fit défiler la page. 3 espaces événementiels en France. Paris, Lyon, Bordeaux. Un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Un patrimoine estimé à plus de 50 millions. Elle posa son café. Elle lut 3 articles en entier. Un portrait dans le Figaro Économie qui parlait de son parcours. Des années dans l'hôtellerie de luxe, un premier projet d'espace événementiel à Lyon à 34 ans, le rachat de l'entrepôt de la Défense 4 ans plus tard, une expansion rapide et méthodique. Un article plus récent dans un blog spécialisé dans l'immobilier commercial,
mentionnait son appartement de Neuilly-sur-Seine. Il y avait aussi une ligne sur un divorce, formulée avec la discrétion des journalistes qui ont reçu pour consigne de ne pas insister. Nathalie posa le téléphone sur la table face contre le bois. Elle resta à regarder son café refroidir pendant 2 ou 3 minutes, et elle pensa « Voilà l'homme qui était dans le couloir. Voilà l'homme qui lui avait dit qu'elle avait bien travaillé. Voilà l'homme qui possédait le lieu où elle avait servi des drinks depuis 7 heures du soir jusqu'à minuit passé pour 140 € net. » Elle reprit le téléphone, regarda à nouveau la photo. Il n'avait pas l'air d'un homme qui dit des choses pour les entendre sonner. Il n'avait pas l'air de grand-chose. En fait, un homme debout près d'une fenêtre qui regardait l'objectif sans sourire, mais sans dureté non plus, avec cette expression de quelqu'un qui a arrêté depuis longtemps de jouer un rôle pour les photographes. Elle passa 3 jours à décider si elle appelait. Le premier jour, elle décida que non. Elle n'avait aucune raison d'appeler le propriétaire multimillionnaire d'un espace événementiel où elle avait été employée comme serveuse de buffet. L'idée était absurde. Elle ne savait pas ce qu'il voulait et elle n'avait pas le temps de le découvrir. Le deuxième jour, elle décida que peut-être. Il lui avait donné une carte. Les gens qui donnent des cartes pour des raisons ambiguës ne donnent pas des cartes aussi simples. Juste un nom, juste un numéro, pas de titre professionnel, pas de site web, pas de logo. Une carte de gens qui veulent impressionner est toujours chargée de choses. Celle-là était presque pauvre. Et il avait respecté immédiatement qu'elle refuse la voiture, sans insister, sans s'expliquer. Elle avait noté ça sans s'en rendre compte dans le couloir, et elle s'en souvint maintenant. Le troisième jour, un dimanche, elle prépara le repas du midi pour elle et Lucie, poulet rôti avec des pommes de terre, quelque chose qu'elle faisait quand elle voulait que le dimanche ressemble à un dimanche. Et après le repas, pendant que Lucie regardait une série sur son ordinateur avec des écouteurs, Nathalie s'assit sur le rebord de la fenêtre du salon avec son téléphone et la carte dans la main gauche. Il était 7 heures du soir. Trop tard pour appeler quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle décida qu'elle appellerait le lendemain matin. Le lundi, elle se leva à 6h20, prépara le café, réveilla Lucie pour le lycée, attendit que Lucie parte, et à 7 heures exactement, elle composa le numéro. Elle était certaine qu'il ne répondrait pas. Les gens qui gèrent des groupes à 18 millions d'euros annuels ne répondent pas à 7 heures du matin à un numéro qu'ils ne connaissent pas. Elle aurait fait son geste, la question serait close. Il décrocha à la deuxième sonnerie, Cavalcanti. Une voix grave, directe, pas ensommeillée, il était visiblement déjà réveillé depuis un moment. Elle eut une fraction de seconde de silence pendant laquelle elle faillit raccrocher. Puis elle parla. « Bonsoir, bonjour, je m'appelle Nathalie Moreau. On s'est croisés le jeudi 14 novembre à l'espace Cavalcanti. Vous m'avez donné une carte. » Il y eut un silence bref de son côté aussi. Pas un silence de quelqu'un qui cherche, mais un silence de quelqu'un qui reconnaît. « Je me souviens, » dit-il. « Vous avez bien dormi ?» Elle n'avait pas prévu cette question. « Oui, » dit-elle, sans savoir pourquoi elle répondait à ça. « Vous avez un moment pour un café ?» Il n'y avait pas d'enthousiasme excessif dans sa voix, pas de chaleur performée, juste une question posée comme une question. « Cette semaine, je travaille mardi, jeudi et vendredi soir. Lundi, je suis libre jusqu'à 15 heures. Lundi alors, vous choisissez le lieu. » Elle pensa une seconde. « Il y a une boulangerie que j'aime bien près de la station bibliothèque François Mitterrand, ligne 14. Ça s'appelle Au pain du 13e. 9 heures ? D'accord. » Ce fut à peu près tout. 40 secondes de conversation. Elle raccrocha, posa le téléphone sur la table de la cuisine et resta debout 1 minute, les 2 mains à plat sur le bois, regardant le mur blanc en face d'elle. Puis elle finit son café, mit son manteau et alla prendre le bus pour aller travailler. Le lundi matin, elle était arrivée à Au pain du 13e à 8h50, commanda un café allongé et un croissant au beurre et s'installa à la table du fond. Celle qui donnait sur la rue par une petite fenêtre et qu'elle aimait parce qu'on pouvait voir entrer les gens sans être immédiatement visible depuis la porte. La boulangerie avait ce bruit particulier des matins parisiens dans les commerces de quartier. Le cliquetis de la machine à café, les conversations brèves entre habitués et patrons,
La radio en fond à un volume qui ne gênait personne, l'odeur du pain chaud et du beurre fondu qui flottait depuis les fours de l'arrière-boutique. C'était un endroit réel, pas un lieu de représentation. Elle l'avait choisi pour ça. Raphaël entra à 9h02. Elle le reconnut avant qu'il la cherche des yeux, même silhouette qu'à l'espace Cavalcanti, même façon de tenir les épaules légèrement en arrière. Mais ce matin, il portait un jean sombre, un pull en laine gris clair et des baskets simples. Pas de voiture avec chauffeur garé devant, elle avait regardé par la fenêtre. Il venait à pied ou en métro. Il n'y avait pas de montre visible, ou si elle était là, elle était cachée sous la manche du pull. Il la trouva du regard, s'approcha de la table et dit « Bonjour » avec ce même ton direct du téléphone, sans effusion, comme à quelqu'un qu'on retrouve après une courte absence. Il s'assit, appela le serveur, commanda un café noir et posa les 2 coudes sur la table avec une posture détendue qui contrastait avec tout ce qu'elle imaginait de l'homme des articles de Challenge. « Merci d'avoir rappelé », dit-il. « Je n'étais pas sûr de le faire », répondit-elle honnêtement. Il inclina légèrement la tête, comme si cette honnêteté-là était exactement ce à quoi il s'était attendu. « Vous avez cherché mon nom en ligne ? » ?»« Oui. Et vous êtes quand même venu ? » ?»« Oui. » Il y eut un silence bref mais pas inconfortable. Le café de Raphaël arriva. Il entoura la tasse de ses 2 mains sans la soulever immédiatement, comme s'il prenait juste la chaleur, et regarda la fenêtre une seconde avant de revenir sur elle. « J'étais là le soir du gala, » dit-il. « J'ai vu ce qui s'est passé avec cet homme. » Nathalie posa son croissant. Elle avait su, sans se le formuler clairement, que c'était pour ça qu'il était là. Elle attendit sans l'aider à continuer. « Je voulais juste vous dire que ce que vous avez fait après, continuer à travailler comme si rien ne s'était passé, ce n'était pas rien. Ce n'était pas de l'indifférence. Je sais ce que c'est de tenir quelque chose quand on n'a pas envie de tenir. » Elle sentit quelque chose dans sa poitrine qui n'était pas de l'attendrissement exactement. C'était plus proche de la reconnaissance. Pas la reconnaissance de quelqu'un à qui on offre quelque chose, mais la reconnaissance de quelqu'un qui entend quelque chose de vrai. « C'était mon travail, dit-elle. Je ne pouvais pas me permettre de réagir. »« Je sais, dit-il. C'est exactement ce que je voulais dire. » Ils restèrent silencieux 2 secondes, et puis quelque chose se déplaça légèrement dans l'atmosphère de la table. Une tension de première rencontre qui s'allège un peu quand les 2 personnes réalisent qu'elles n'ont pas à jouer un rôle. Elle reprit son croissant, il but une gorgée de café, et ils commencèrent à parler vraiment. Elle lui parla de Lucie d'abord, sa sœur au lycée, les cours du soir de maths qu'elle payait pour qu'elle puisse préparer une filière scientifique, le projet de BTS que Lucie envisageait, la façon dont elle cuisinait le dimanche pour que les dimanches aient une texture différente des autres jours. Elle lui parla du buffet, de Saveur & Art, des 12 heures debout et des 140 € nets pour un gala de 8 heures, des collègues qu'elle aimait bien, des clients qui ne regardaient pas les gens qui portaient leur verre. Elle lui parla aussi, plus brièvement, d'un projet qu'elle portait sans l'avoir jamais formulé à voix haute à quelqu'un. Faire un jour un cours de gestion événementielle, comprendre comment les choses se construisent depuis l'autre côté de la bandéja. Elle s'arrêta à un moment et dit « Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, parce que je n'ai pas fait semblant que votre vie était normale pour moi, dit-il, et vous n'avez pas fait semblant que la mienne l'était pour vous. » Elle le regarda une seconde. Il avait raison, elle n'avait pas fait semblant. Raphaël parla à son tour, et il parla d'une façon que Nathalie reconnut comme inhabituelle chez les hommes de sa position, sans se vanter, sans minimiser non plus, simplement. Il parla du divorce, pas des détails, mais du résidu que ça laisse quand on a passé 6 ans à reconstruire un projet professionnel pour ne pas avoir à reconstruire le reste. Il parla de la table de 12 places dans l'appartement de Neuilly. Il parla d'une soirée de novembre, de l'année précédente, où il avait eu son anniversaire et s'était rendu compte à 19 heures, en rentrant dans l'appartement vide, qu'il n'avait pas mangé depuis le matin, parce que personne ne lui avait demandé comment il allait depuis le matin. Il dit ça avec une légèreté légèrement forcée, la légèreté des gens qui ont appris à raconter les choses difficiles en les rendant anecdotiques pour que l'autre ne soit pas mal à l'aise, et Nathalie reconnut cette technique parce qu'elle l'utilisait elle-même. « Vous avez quand même mangé le soir de votre anniversaire ?» dit-elle. Il rit.
un vrai rire, court mais sincère. J'ai commandé une pizza, seule, à 43 ans. J'ai fait pareil le soir de mes 28 ans, dit-elle. Mais c'était intentionnel. Je voulais être seule. C'est très différent, dit-il. Oui, dit-elle. Ils restèrent 2 heures dans cette boulangerie. Quand la conversation s'arrêta naturellement, ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que le moment avait atteint sa densité juste, ce point où continuer aurait été forcé. Nathalie paya son café et son croissant avant qu'il puisse faire le geste. Il ne protesta pas, ce qui lui parut juste. Ils sortirent ensemble sur le trottoir devant Aupin du 13e, dans le froid de novembre qui sentait la pluie proche. « Je peux vous recontacter » dit-il. Elle réfléchit une vraie seconde. « Oui » dit-elle. Elle repartit vers la station bibliothèque François Mitterrand, les mains dans les poches de son manteau en lainage beige qu'elle portait depuis 3 hivers. Elle ne se retourna pas. Dans le métro qui la ramenait à Ivry, elle regarda les gens en face d'elle, sans vraiment les voir, et elle pensa, pas à Raphaël Cavalcanti et à son patrimoine de 52 millions, mais à la façon dont il avait tenu sa tasse de café à 2 mains, comme s'il prenait la chaleur, et à la façon dont il avait ri, un vrai rire, court, non préparé, quand elle avait dit qu'elle avait voulu être seule le soir de ses 28 ans. Pas de l'émotion superficielle, quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance mutuelle. Elle ne savait pas encore quoi en faire. Les 11 rencontres suivantes se construisirent avec la logique tranquille des choses qui se développent sans être forcées. Comme une plante qui pousse dans une direction parce que la lumière vient de là, pas parce que quelqu'un a décidé qu'elle devait aller là. La 2e fois, ce fut un mercredi après-midi. Nathalie avait une prestation le soir et 2 heures libres entre 15 et 17 heures. Raphaël proposa un parc. Elle dit d'accord, et ils marchèrent pendant 40 minutes dans le parc de Bercy, les mains dans les poches, chacun de leur côté, sans se toucher, dans ce froid de fin novembre qui rendait les allées presque désertes à cette heure-là. Les platanes avaient perdu leurs feuilles et leurs branches noires se découpaient sur un ciel blanc uniforme. La Seine était visible entre les arbres, grise et plate, avec quelques péniches amarrées le long du quai, dont les fumées montaient droites dans l'air immobile. Ils parlèrent peu pendant la marche. Ce n'était pas un silence de gêne, c'était le silence de 2 personnes qui découvrent qu'elles n'ont pas besoin de remplir l'espace entre elles pour que l'espace existe. Raphaël observait le parc avec attention, comme s'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Une vieille femme qui donnait du pain aux pigeons avec des gestes précis et ritualisés. 2 enfants qui essayaient de faire tenir une branche en équilibre sur une autre. Nathalie l'observait, lui, à la dérobée, et notait cette façon qu'il avait d'être présent dans les endroits ordinaires avec une qualité d'attention qu'elle n'avait jamais vue chez quelqu'un de cette position sociale. À mi-chemin, ils s'assirent sur un banc. L'air sentait l'herbe mouillée et la terre froide. Raphaël dit, regardant droit devant lui, « J'ai passé 3 ans à refaire les espaces Cavalcanti après le divorce, 15 heures par jour, 7 jours sur 7, les premiers temps. Je pensais que si le projet était suffisamment grand, il remplirait tout le reste. Ça a marché ?» dit Nathalie. « Ça a rempli le temps, dit-il. Ce n'est pas la même chose. » Elle réfléchit à ça pendant quelques secondes. « Ma mère est morte il y a 3 ans. Juste après, j'ai travaillé autant que vous. Pas pour construire quelque chose, juste pour ne pas avoir de blanc dans la journée où la pensée pouvait rentrer. » Il tourna la tête vers elle, pour la première fois depuis qu'il s'était assis. Elle regardait toujours droit devant elle, vers la rangée de platanes nus. « Et maintenant, dit-il. Maintenant, j'ai moins de blanc, dit-elle. Mais la pensée rentre quand même. Elle a trouvé d'autres heures. Il ne dit rien à ça. Il n'essaya pas de conclure, de rassurer, de formuler quelque chose de propre sur ce qu'elle venait de dire. Il resta là, sur le banc, dans le froid, et le silence qui suivit n'était pas un silence d'absence, mais un silence de présence. Quelqu'un qui reçoit ce qu'on lui dit sans se presser d'en faire quelque chose. Nathalie sentit quelque chose se relâcher légèrement dans ses épaules, un relâchement si petit qu'elle n'en prit conscience qu'1 heure plus tard, dans le bus qui la ramenait à Saveur-and-Art pour sa prestation du soir. La 3e rencontre fut différente. Raphaël lui avait demandé si elle connaissait un restaurant qu'elle aimait.
Pas cher, précisa-t-il, un endroit réel, pas un lieu de représentation. Elle pensa à un petit resto marocain de la rue d'Amesme, dans le 13e, le Cèdre du 13e, qui tenait dans une salle de 20 couverts, avec des tables en formica, recouverts de nappes en papier à carreaux rouges et blancs, des tagines qui sortaient à la bonne température depuis la cuisine ouverte dans un coin, une odeur de cumin et de coriandre fraîche qui commençait à 30 mètres de l'entrée. Elle l'aimait depuis qu'une collègue de Saveur and Art lui en avait parlé 2 ans auparavant, et elle y allait une fois par mois environ, seule ou avec Lucie, comme un petit rituel. Ils y allèrent un jeudi soir, après la prestation de Nathalie. Elle arriva avec son sac de travail encore sur l'épaule, les cheveux légèrement défaits de la journée, les pieds qui faisaient mal depuis 21 heures. Raphaël était déjà là, installé à la table du fond qu'elle lui avait indiquée par message, avec un verre d'eau et le menu entre les mains. Il portait un pull de laine marine et regardait le menu avec l'attention d'un homme qui lit vraiment ce qu'il lit. Le tagine d'agneau au pruneau arriva dans son plat en terre cuite orange et brun, le couvercle légèrement ébréché sur un bord, la vapeur s'échappant en spirale et portant avec elle une chaleur parfumée au ras de gingembre et de cannelle qui se répandit sur toute la table. La viande avait cette couleur caramel foncé des longues cuissons, les pruneaux gorgés de jus brillaient dans la sauce épaisse, et les amandes effilées dorées parsemées dessus contrastaient avec le brun profond du fond. Raphaël regarda le plat arriver avec une expression que Nathalie nota, pas la politesse performée du client habitué au grand restaurant qui fait semblant de s'intéresser aux plats simples. Une curiosité vraie. Il prit la première bouchée, mâcha, et dit « C'est ça, la cuisine. Je ne sais plus depuis combien de temps je n'avais pas mangé quelque chose que quelqu'un a fait avec du temps. » « Hamid est là depuis 7 heures du matin, dit Nathalie, en désignant discrètement le cuisinier qui s'activait dans la cuisine ouverte. Il dit que les pruneaux doivent gonfler pendant au moins 2 heures dans le bouillon avant que la viande rentre. Raphaël regarda vers la cuisine, puis revint sur elle. « Comment vous savez ça ?»« Parce que je lui ai demandé la première fois que je suis venu. » Il était content qu'on lui pose la question. Il y eut une pause où il la regarda d'une façon qu'elle ne sut pas tout à fait déchiffrer. Pas d'admiration sentimentale, pas de condescendance, quelque chose de plus précis, comme si cette anecdote lui avait dit quelque chose de net sur qui elle était. « Dans mes espaces événementiels, dit-il lentement, je pourrais nommer les traiteurs, les responsables logistiques, les commerciaux, les agents de service. Je serais incapable de citer un prénom. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle coupa un morceau de viande, le porta à sa bouche et dit ensuite simplement « C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas quelqu'un avec qui partager ce que vous avez construit. » C'était dit sans dureté, sans chercher à blesser, avec la franchise tranquille de quelqu'un qui dit une chose vraie parce qu'elle est vraie et que l'autre est en mesure de la recevoir. Raphaël resta immobile une seconde. Il n'y avait pas de bruit particulier dans la salle à ce moment-là, le murmure des 2 autres tables, la radio de la cuisine en fond, la pluie qui avait commencé dehors contre la vitre. « Vous avez raison, dit-il. Ce fut tout. Pas de défense, pas de justification. 2 mots qui avaient le poids de quelque chose de reconnu. Ils finirent le tagine, commandèrent 2 thés à la menthe, et la conversation continua ailleurs, plus légèrement. Lucie, qui avait eu 17 sur 20 en philosophie, et qui voulait fêter ça avec des crêpes, un client de Saveur and Art qui avait laissé un pourboire de 40 € à toute l'équipe en fin de soirée, et que tout le monde avait trouvé incroyablement généreux, ce qui avait fait rire Raphaël doucement, et l'avait aussi rendu silencieux une seconde, visiblement conscient de ce que cela disait des échelles. Quand ils sortirent, la pluie avait forci. Il proposa de la ramener en voiture, elle refusa. Il appela un taxi pour elle sans lui demander la permission et elle le laissa faire parce que la pluie était vraiment forte et qu'elle avait encore 40 minutes de transport devant elle. Dans le taxi, elle regarda les rues du 13e défiler derrière la vitre mouillée et pensa que la soirée avait eu quelque chose de normal dans le bon sens du terme. Pas la normalité performée de quelqu'un qui descend volontairement de son niveau pour se rendre sympathique. Quelque chose de plus simple. 2 personnes qui avaient mangé quelque chose de chaud dans une salle de 20 couverts, avec des nappes en papier,
et qui avait parlé de vraies choses. Ce n'était pas de l'amitié encore, ce n'était pas non plus de l'amour. C'était quelque chose d'antérieur aux deux, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance mutuelle. La sensation de voir quelqu'un vraiment et d'être vu en retour, sans filtre de classe sociale ni de statut, juste deux personnes assises en face, l'une de l'autre avec leurs failles respectives, posées sur la table entre elles, sans honte et sans performance. Les rencontres 4, 5 et 6 se succédèrent en décembre, avec une régularité naturelle que ni l'un ni l'autre n'avaient planifiée, mais qu'ils reconnaissaient tous les deux comme quelque chose qui leur manquerait s'ils s'arrêtaient. Un café du matin avant une journée de travail chargée pour chacun. Une promenade sur les quais de Seine, un dimanche froid, où ils marchèrent 2 heures sans jamais chercher à rentrer. Un soir, Raphaël passa devant la station bibliothèque François Mitterrand et lui envoya un message en spontané. « Vous êtes libre dans 1 heure ?» Et elle répondit « Dans 1 heure et demie ». Et ils se retrouvèrent au pain du 13e comme la première fois, mais cette fois sans le léger inconfort des débuts, avec quelque chose de plus facile, de plus détendu, comme une pièce dans laquelle on commence à savoir où sont les interrupteurs. Raphaël parlait différemment maintenant. Il y avait dans les premières semaines une légère réserve dans sa façon de s'exprimer, la réserve des gens qui ont appris depuis longtemps que ce qu'ils disent est enregistré et potentiellement utilisé, que les conversations ne sont jamais vraiment privées. Cette réserve s'amincissait. Il parlait de son ex-femme, Isabelle, sans amertume, mais avec une tristesse factuelle. Ils s'étaient rencontrés à 28 ans. S'étaient aimés pendant 10 ans avec une intensité qui les avait progressivement épuisés l'un l'autre, et le divorce avait été la conséquence logique de 2 personnes qui avaient changé dans des directions différentes, sans jamais le reconnaître à voix haute. Il parla une fois de son père, un homme qui avait travaillé toute sa vie dans un hôtel de Lyon comme maître d'hôtel, un homme de service comme Nathalie, et qui était mort d'une crise cardiaque à 60 ans, 2 ans avant que le premier espace Cavalcanti ouvre. Il dit « Je pense souvent à lui quand je marche dans mes espaces. Il aurait su voir les choses que moi je ne vois pas. » Nathalie dit doucement « Il aurait su voir les agents de service. » « Oui, dit Raphaël, et il y avait dans ce oui une sorte de douleur ancienne que le temps avait rendue plus précise, pas plus légère. Elle parla elle aussi de sa mère, davantage qu'avec quiconque depuis 3 ans. Sandrine Moreau, qui avait élevé seule ses 2 filles dans un appartement de Vitry-sur-Seine, avec un salaire d'aide-soignante et une dignité absolue qui n'avait jamais flanchi même dans les moments les plus difficiles. Qui faisait le marché du samedi matin avec une liste précise et un budget au centime près, et en revenait toujours avec quelque chose en plus. Une botte de persil offerte par le maraîcher, un morceau de fromage de trop qu'elle partageait entre elles 3 le soir avec du pain. Nathalie dit « Elle ne se plaignait jamais, pas parce qu'elle était stoïque ou qu'elle réprimait quelque chose, vraiment parce qu'elle croyait que ce qu'elle avait était suffisant. Je n'ai toujours pas compris comment on fait ça. » Raphaël la regarda avec une attention silencieuse. Peut-être qu'elle avait compris que suffisant et peu, c'est pas la même chose, dit-il. Nathalie réfléchit à ça. Peut-être. Vers la 7e rencontre, quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Pas brutalement, pas d'une façon qu'elle aurait pu signaler avec précision à un moment exact. Plutôt comme ces changements de lumière, en fin d'après-midi en hiver, où on ne voit pas le soleil baisser, mais on remarque à un moment que la pièce est plus sombre qu'avant, et on sait que ça fait un moment que ça s'est produit. Il y avait une conscience entre eux maintenant, une conscience physique, la distance entre eux sur un banc, le geste qui s'amorçait et s'arrêtait, le regard qui durait 1 seconde de trop, et que l'un ou l'autre détournait sans raison évidente. Elle ne voulait pas le nommer. Nommer une chose avant de savoir ce qu'elle était exactement lui semblait précipité, risqué, d'une fragilité qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se permettre. Elle avait Lucie à charge, un travail qui dépendait d'une réputation de sérieux, une vie qui n'avait aucune marge pour les erreurs de parcours émotionnels. Et lui était le propriétaire des espaces où elle travaillait. Il avait 52 millions de patrimoine. Il avait 44 ans, et un appartement de 275 mètres carrés à Neuilly. La distance entre leurs 2 vies
n'était pas une question de caractère, ou d'intellect, ou de capacité d'amour, c'était une distance structurelle, réelle, faite de matière et d'habitudes et d'environnement. Mais il commandait du café noir dans des boulangeries de quartier, et il savait écouter sans remplir le silence. Et il avait ri d'un vrai rire le jour où elle lui avait dit qu'elle avait voulu être seule le soir de ses 28 ans. Et quand il la regardait, elle, pas la fille qui avait tenu le plateau le soir du gala Tech France, pas la serveuse de buffet, pas la représentante d'une catégorie sociale intéressante à observer depuis le haut. Elle, ce qu'elle pensait, ce qu'elle portait, ce qu'elle disait et ne disait pas. Nathalie s'en rendit compte exactement lors de la 8e rencontre, un soir de mi-décembre, où il était venu la rejoindre après une réunion avec ses associés et qu'il s'était assis en face d'elle, avec ce silence tendu qu'il avait parfois après les journées de travail difficiles. Elle lui avait demandé comment ça s'était passé. Il avait dit « pas bien », sans développer, et elle avait dit « d'accord », et n'avait pas posé d'autres questions. Ils avaient parlé d'autre chose, de Lucie, et du projet de BTS, d'un film qu'elle avait vu la semaine précédente avec une collègue, d'une idée que Raphaël avait pour l'organisation des espaces de réception en fin d'événement que les équipes de service lui avaient jamais soumise parce que personne ne leur avait jamais demandé. Et à un moment, dans un silence entre deux sujets, Raphaël avait dit sans la regarder les yeux sur son café « Vous êtes la première personne depuis 6 ans qui me pose des questions sur moi et non sur le groupe. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle entendit le poids de ça. Pas comme une déclaration romantique, mais comme quelque chose de vrai, sur une solitude réelle, profonde, que les 52 millions et les 3 espaces événementiels n'avaient pas résolu et n'auraient pas pu résoudre. « Et vous, dit-elle doucement, vous êtes le premier depuis longtemps qui m'écoute parler de ma mère, sans que son regard change. » Il leva les yeux vers elle. Il ne dit rien. Et dans ce silence-là, quelque chose fut dit quand même, clairement et sans ambiguïté, sans que l'un ou l'autre ait à prononcer un seul mot de plus. Ce n'était pas de l'émotion superficielle, ce n'était pas de la fascination réciproque née de la différence sociale. C'était quelque chose de plus profond, la reconnaissance de 2 solitudes qui s'étaient trouvées dans une boulangerie du 13e arrondissement un lundi matin à 9h02, sans le chercher, sans l'avoir planifié. Et cette reconnaissance, Nathalie le sut ce soir-là, rentrant à Ivry dans le métro ligne 7, avec sa tête appuyée contre la vitre froide du wagon, était la chose la plus précieuse et la plus dangereuse qu'elle n'avait pas su qu'elle attendait. La photo parut un mardi matin de la 3e semaine de décembre, sur le compte Instagram d'une chroniqueuse mondaine qui couvrait les événements parisiens sous le nom de Scène & Salon, avec 140 000 abonnés et une réputation de précision chirurgicale dans ses publications sur les cercles d'affaires et de culture de la capitale. La photo avait été prise de l'extérieur, à travers la vitrine d'une boulangerie du quartier Bibliothèque. On y voyait 2 silhouettes assises l'une en face de l'autre à une table. Raphaël reconnaissable malgré la qualité imparfaite de l'image, la posture, le profil, et Nathalie de 3/4, ses cheveux en tresse, son manteau beige qu'elle portait depuis 3 hivers. La légende disait, en italique soigné, patron du groupe Cavalcanti événements et la serveuse, romance ou charité. Avec en hashtag da galerie parisienne, da groupe Cavalcanti, Event Paris, dare gossip. Nathalie la vit à 7h40 du matin sur son téléphone avant même de finir son premier café. Lucie dormait encore. L'appartement était silencieux avec ce silence particulier des matins d'hiver où la lumière met du temps à entrer. Elle lut la légende 2 fois, puis une 3e. Puis elle posa le téléphone face contre la table, les 2 mains à plat sur le bois, et resta comme ça sans bouger pendant une durée qu'elle ne sut pas mesurer. Romance ou charité. Ces 3 mots fonctionnèrent à l'intérieur d'elle comme quelque chose qu'on retourne et qui révèle un autre côté que celui qu'on avait regardé. Pas parce qu'il lui apprenait quelque chose qu'elle ne savait pas, mais parce qu'il plaçait dans le regard du monde une interprétation de ce qui se passait entre elle et Raphaël, et cette interprétation était formulée de façon à ce qu'il n'y ait pas de bonne réponse. Si c'était une romance improbable,
et donc suspecte. Le genre que les gens regardent en se demandant ce que chacun cherche vraiment. Si c'était de la charité, c'était une humiliation. Dans les deux cas, elle était réductible à ce qu'elle n'était pas. Une serveuse de buffet qui avait attiré l'attention d'un homme riche pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec qui elle était. Le téléphone vibra. Un message de Patricia, sa collègue de Saveur & Art. « T'as vu ce truc? Ça tourne partout dans les groupes du secteur. » 1 minute plus tard, un message de Karim, le responsable planning de Saveur & Art. « Nathalie, je t'appelle dans la matinée. » Puis un message d'un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Un numéro qu'elle identifia ensuite, après avoir cherché, comme celui d'Isabelle Fauvet, l'ex-femme de Raphaël, qu'elle n'avait jamais rencontrée et dont elle n'avait que le prénom. Profitez-en bien pendant que ça dure. Il a une phase tous les 10 ans. Elle relut ce dernier message une fois, puis l'effaça. Elle passa la matinée à travailler. Elle avait une prestation l'après-midi à Levallois pour un cocktail d'entreprise, départ à 13h, préparation à 12h. Et elle travailla avec la même efficacité qu'elle s'imposait toujours, mais quelque chose à l'intérieur fonctionnait différemment, comme une machine dont un rouage tourne légèrement en dehors de son axe, produisant le même mouvement en apparence, mais avec un frottement interne qu'on entend si on écoute bien. Elle repassa un chemisier pour Lucie, prépara un sandwich pour son déjeuner, vérifia les horaires de bus, fit sa liste de courses mentalement. Toutes ces choses ordinaires de la vie ordinaire qui continuent de se produire, même quand quelque chose d'important se défait à l'intérieur. Raphaël l'appela à 11h30. « J'ai vu, dit-il avant qu'elle puisse parler. « Moi aussi, dit-elle. Silence, bref. « Je suis désolé, dit-il. « Ce n'est pas votre faute, dit-elle. Ce n'était pas de la politesse, c'était vrai. Je voudrais vous parler ce soir si c'est possible. » Elle pensa à la prestation de Levallois. « Je finis vers 22h. Je serai là où vous voulez. » Elle dit qu'elle lui enverrait un message en sortant. Il dit d'accord. Ils raccrochèrent. Elle resta 1 minute debout dans le couloir de l'appartement, son téléphone dans la main, regardant la porte de la chambre de Lucie encore fermée, et elle pensa à tous les matins de ces 3 dernières années où elle s'était levée avant 6h pour que Lucie puisse manger avant le lycée, à tous les soirs où elle était rentrée avec les pieds qui brûlaient et avait quand même vérifié les devoirs, à toutes les fois où elle avait tenu la bandja parfaitement horizontale dans des salles qui lui appartenaient aussi peu que ce que les gens qui y buvaient du crément lui accordaient d'existence. Elle avait tenu tout ça avec dignité, pas parce que la dignité était une récompense ou un capital qu'on pouvait monnayer, mais parce que c'était ce qui restait quand on avait tout enlevé et qu'on ne pouvait pas se permettre de le perdre. Et maintenant, 140 000 personnes la regardaient comme un projet ou une intrigue, et des associés de Raphaël allaient regarder sa photo et faire leurs calculs. Et son employeur allait l'appeler pour lui demander des comptes sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec son travail. Et une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée lui avait envoyé un message conçu pour la diminuer. La prestation de Levallois se passa bien. Elle arriva à l'heure, travailla correctement, échangea 2 mots avec Patricia sur autre chose, rentra dans le métro à 22h10. Dans le wagon, elle envoya un message à Raphaël. « Je rentre à Ivry. On peut se retrouver au pain du 13e si c'est ouvert, sinon je préfère qu'on se parle demain. » Il répondit en moins d'1 minute. « Je passe vous prendre en voiture si vous voulez. On peut parler dans la voiture ou devant chez vous. Pas besoin d'aller quelque part. » Elle réfléchit. « D'accord. » Il était garé rue Lénine à 22h45, une berline sombre, sobre, sans chauffeur. Elle monta. Il faisait chaud dans l'habitacle. Un contraste immédiat avec le froid du dehors. Et ça sentait légèrement le café. Il avait dû en boire pendant qu'il attendait. Il ne démarra pas. « Je ne veux pas vous mettre dans une position que vous n'avez pas choisie, » dit-il. Elle regarda droit devant elle, le pare-brise, la rue de Ivry-sur-Seine avec ses immeubles bas et ses fenêtres allumées, une bicyclette attachée à un poteau. « Vous ne l'avez pas cherché non plus. »« Non, mais ma position rend les choses plus exposées que pour vous, et ce n'est pas juste. » Elle tourna la tête vers lui. « Qu'est-ce que vos associés vous ont dit ?» Il ne détourna pas le regard. « Que ça pose un problème d'image. » Que les clients haut de gamme du groupe sont sensibles à ce type de publicité, que ça brouille les lignes entre le groupe
Et la vie privée? Et votre ex-femme vous a contacté? Un bref silence. Oui, elle m'a aussi envoyé un message. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard quelque chose de concentré. Pas de la colère, mais quelque chose de proche. Une résolution. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose de prévisible, dit Nathalie. Je l'ai effacé. Il resta silencieux un moment. L'habitacle était silencieux aussi. On n'entendait que très légèrement le bruit de la rue dehors. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-il. Ce qui se passe entre nous, si tant est que quelque chose se passe, et je crois que quelque chose se passe, ce n'est pas une phase, ce n'est pas une fascination pour quelqu'un de différent de mon milieu, ce n'est pas de la culpabilité sociale ou de la charité déguisée. Ce n'est pas non plus une décision réfléchie que j'aurais prise. C'est juste réel, et je préfère vous le dire clairement plutôt que de vous laisser décider avec des informations incomplètes. » Elle l'entendit. Elle entendit chaque mot, avec la précision qu'elle avait pour les choses vraies et les choses fausses, une précision acquise dans des années de conversation avec des gens qui disaient une chose et en pensaient une autre. Ce qu'ils disaient sonnait vrai. Mais la vérité d'un moment n'était pas la même chose que la solidité d'une situation, et c'était la situation qui l'inquiétait, pas ses intentions. « Je ne doute pas de ce que vous ressentez, » dit-elle lentement, « mais regardez où on est. Vous avez des associés qui calculent l'image du groupe. Votre ex-femme surveille votre vie privée. Il y a 140 000 personnes qui se demandent si vous faites de la charité. Et moi, j'ai une sœur de 17 ans à charge, un employeur qui m'a appelé ce matin pour me demander des comptes, et toute une vie que j'ai construite avec une précision absolue pour qu'elle ne s'effondre pas. Je ne peux pas être votre complication. Vous n'êtes pas ma complication. Je le suis devenu ce matin à 7 heures sur Instagram. » Un long silence s'installa dans la voiture. Dehors, un chat traversa la rue lentement, s'arrêta au milieu, regarda dans leur direction avec une indifférence absolue, puis continua. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-il finalement. Pas comme quelqu'un qui négocie, comme quelqu'un qui pose vraiment la question. Elle y réfléchit sincèrement. « Je veux ne pas être un sujet de colonne. Je veux ne pas être regardé comme un projet ou une anomalie sociale. Je veux pouvoir exister dans votre vie. Si j'existe dans votre vie, comme quelqu'un, pas comme quelque chose. C'est exactement ce que vous êtes pour moi. »« Je sais, » dit-elle, « mais le monde ne le sait pas. Et le monde a une façon de rendre les gens ce qu'ils décident qu'ils sont, même quand c'est faux. » Elle ouvrit la portière. L'air froid entra immédiatement. Elle descendit, puis se retourna, une main sur le toit de la voiture, et le regarda une dernière seconde. « Je dois réfléchir, » dit-elle. « D'accord, » dit-il. Elle ferma la portière et rentra dans l'immeuble sans se retourner. Dans l'ascenseur, elle regardait ses pieds sur le sol en métal brossé du cabine, et elle sentait quelque chose de lourd dans sa poitrine. Pas du chagrin encore, pas tout à fait. Quelque chose d'antérieur au chagrin. La sensation de tenir à quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir garder. Elle passa 3 jours sans lui écrire. Elle travailla 2 prestations, fit les courses, aida Lucie à préparer un exposé de SVT sur les écosystèmes marins, dormit peu. Dans sa tête, la scène du couloir de l'espace Cavalcanti continuait de revenir. Non pas l'humiliation de Romain, mais la voix de Raphaël qui avait dit simplement « Vous avez bien travaillé ce soir », la façon dont il avait respecté immédiatement qu'elle refuse la voiture, la façon dont il tenait les tasses à 2 mains, la façon dont il s'était tu sur le banc du parc de Bercy quand elle lui avait parlé de sa mère. Le 4e jour, elle prit sa décision. Elle ne l'appela pas. Elle se présenta directement à l'espace Cavalcanti en milieu de matinée, en tenue ordinaire, Jeanne, manteau beige, sac sur l'épaule, et demanda à la réceptionniste de l'accueil si Monsieur Cavalcanti était disponible. La réceptionniste, une jeune femme qui ne la connaissait pas, lui demanda son nom et si elle avait rendez-vous. Elle dit son nom et dit qu'elle n'avait pas rendez-vous mais qu'il la connaissait. La réceptionniste décrocha son téléphone, dit 2 phrases à voix basse et dit « Il vous attend dans son bureau au 2e ». Le bureau de Raphaël donnait sur la verrière ouest de l'espace,
avec une vue plongeante sur le salon principal en contrebas, vide en ce milieu de matinée, les tables rangées, les lumières à moitié éteintes, l'espace ayant cette qualité particulière des grands volumes sans personne dedans. Une présence d'absence, quelque chose de légèrement solennel. Il était debout quand elle entra, pas à son bureau, près de la fenêtre, et il ne dit pas bonjour immédiatement. Il attendit qu'elle parle. Elle prit le petit collier dans la poche de son manteau, un pendentif en argent simple, une chaîne fine, qu'il lui avait donnée lors de la 8e rencontre avec la même absence de cérémonie qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, en disant juste « Il me semblait que vous l'aimeriez », et elle le posa sur le bureau entre eux. « Je ne suis pas votre projet social », dit-elle. Sa voix était stable, « et je ne vais pas devenir un sujet de colonne. Si ce que vous voulez c'est m'aider parce que vous avez de la peine pour moi, merci, mais je n'en ai pas besoin. » Raphaël regarda le collier sur le bureau. Il ne le toucha pas immédiatement. Il regarda Nathalie avec cette attention précise qu'il avait toujours dans les moments importants, et il dit « Si je voulais faire de la charité, je t'aurais proposé un emploi ce soir-là dans le couloir. C'est la chose la plus logique et la plus simple que j'aurais pu faire. » Il prit le collier sur le bureau, s'approcha d'elle et le déposa dans sa main ouverte. « Ce que je veux, c'est te connaître mieux. Et ça, c'est autre chose. » Elle baissa les yeux sur le collier dans sa paume. La chaîne fine, le pendentif simple. Elle l'avait porté 3 fois. Elle avait aimé le porter. Elle leva les yeux. 10 secondes de silence où quelque chose se mesurait, se pesait, se décidait. « Le groupe fait un événement le mois prochain, » dit-elle. « Un grand. Invite-moi. Comme invité, pas comme employé. » Raphaël la regarda une seconde, et dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la certitude. Pas de la satisfaction, pas de la victoire, mais la certitude tranquille de quelqu'un qui vient de voir se confirmer quelque chose qu'il savait déjà. « Le 12 décembre, dit-il. Gala de fin d'année du groupe. Tu viens avec moi. » Elle hocha la tête une fois, remit le collier dans sa poche et sortit du bureau sans dire autre chose. Dans l'ascenseur qui la ramenait au rez-de-chaussée, elle ferma les yeux une seconde et prit une grande inspiration, et quand les portes s'ouvrirent sur le hall d'entrée, elle ressortit dans le froid de décembre de la Défense avec quelque chose dans la poitrine, qui n'était pas encore de la légèreté, mais qui en avait la forme possible. Les 29 jours qui séparèrent cette conversation dans le bureau du 2e étage du 12 décembre furent une période étrange, faite de 2 temps superposés qui ne se ressemblaient pas. Il y avait le temps ordinaire, les prestations de Saveur and Art, les matins avec Lucie, les courses du vendredi, le linge du dimanche, le radiateur électrique qu'on éteignait le jour et rallumait le soir, la vie de 39 mètres carrés à Ivry-sur-Seine avec ses contraintes précises et ses petits rituels qui donnaient au jour une forme reconnaissable. Et il y avait l'autre temps, celui qui se passait en dessous ou à côté du premier, silencieux et constant comme une note tenue en fond, la conscience de ce qui approchait, de ce qu'elle avait accepté, de ce que cela signifiait. Elle et Raphaël continuèrent à se voir, mais différemment, pas plus souvent, peut-être même un peu moins, comme si la clarté de ce qui avait été dit dans le bureau avait rendu les rencontres plus denses, moins nécessairement fréquentes. Ils se virent 5 fois en novembre et en ce début décembre. 2 cafés, une marche le long du canal Saint-Martin, un dimanche matin où il gelait légèrement et où les arbres avaient ce givre blanc sur les branches qui rend Paris momentanément irréel. Une soirée où il était passé à Ivry l'espace de 40 minutes, la première fois qu'il venait là, et avait rencontré Lucie. Lucie qui avait 17 ans et qui l'avait regardé entrer dans l'appartement avec les yeux de quelqu'un qui évalue à grande vitesse une situation nouvelle. Elle était assise à la table du salon avec ses manuels de SVT ouverts, un crayon dans la main, et elle avait dit bonjour avec la politesse naturelle que Sandrine Moreau avait transmise à ses 2 filles et rien d'autre dans un premier temps. Raphaël s'était assis sur le bord du canapé sans prendre de place, avait regardé les manuels et demandé ce qu'elle préparait. Lucie avait dit un exposé sur les migrations des oiseaux. Raphaël avait dit qu'il avait lu quelque chose là-dessus récemment. Un article sur les étourneaux et leur formation en vol, les murmurations. Est-ce qu'elle connaissait ce terme? Lucie avait dit non.
Il avait expliqué brièvement, des milliers d'oiseaux qui volent ensemble en formant des figures mouvantes dans le ciel. Une intelligence collective sans chef ni coordination centrale. Juste chaque oiseau qui réagit aux 3 ou 4 plus proches de lui. Lucie avait dit que c'était exactement le genre de choses qu'elle voulait mettre dans son exposé, mais qu'elle n'avait pas trouvé. Nathalie les avait regardés depuis la cuisine où elle préparait du thé, et elle avait ressenti quelque chose de chaud et de légèrement douloureux en même temps. Chaud parce que Lucie souriait vraiment, douloureux parce que ce sourire lui rappelait qu'il y avait dans la vie de sa sœur beaucoup de choses légères et belles qui ne lui étaient pas accessibles à elle depuis 3 ans, absorbées par la nécessité. Quand Raphaël était reparti, Lucie l'avait regardé avec une expression précise et avait dit simplement « Il est bien ». Ce n'était pas une conclusion, c'était une observation. Mais Lucie n'observait pas les choses légèrement. Les jours précédant le 12 décembre, Nathalie ne pensa pas à Romain Lefebvre, elle pensa à la robe. Non pas avec l'anxiété de quelqu'un qui veut impressionner, mais avec la réflexion pratique de quelqu'un qui comprend les codes d'un lieu et veut se sentir elle-même dans un espace qui n'est pas le sien. Elle n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose de neuf pour ce type d'événement, un gala de fin d'année du groupe Cavalcanti Événements, 200 invités, la défense, tenue de soirée exigée. Ce n'était pas une question de honte, c'était une question d'arithmétique. Elle avait 112 € d'économie disponibles après le loyer et les courses de la semaine. Ce fut Lucie qui proposa. Un dimanche matin, en fouillant dans le placard de leur chambre pour une raison que Nathalie n'avait pas demandée, Lucie en ressortit une robe bleu marine longue, une robe que leur mère avait portée à un mariage 10 ans auparavant et qu'elle n'avait jamais jetée, parce qu'elle était belle et que les belles choses méritaient d'être gardées, même quand on n'a pas d'occasion imminente de les porter. La robe était en crêpe léger, coupe droite, avec un décolleté carré sobre et des manches longues. Aucun ornement, aucune broderie. Une robe qui avait la qualité des choses simples faites justement, qui n'ont pas besoin de se justifier. Lucie la tint devant elle en regardant sa sœur. « C'est ta taille », dit-elle. Nathalie prit la robe dans ses mains. Le tissu était froid et léger comme une surface d'eau calme. Elle la porta contre elle devant le petit miroir de la salle de bain et resta immobile 1 seconde. Elle n'avait pas porté de robe longue depuis des années. « Tu mets les cheveux relevés », dit Lucie depuis l'embrasure de la porte, « et tes boucles en argent, celles que tu ne mets jamais. » Elle marqua une pause. « T'as besoin de rien d'autre. » Le soir du 12 décembre, Nathalie se prépara dans la salle de bain de 39 mètres carrés à Ivry-sur-Seine, avec la minutie de quelqu'un qui fait les choses une fois et les fait bien. Elle se coiffa seule, relevée simple, quelques mèches autour du visage, les boucles en argent que Lucie avait indiquées, le collier de Raphaël, la chaîne fine et le pendentif simple, posés sur sa clavicule. Une légère touche de mascara, un rouge à lèvres discret bordeaux qu'elle gardait pour les occasions sans savoir exactement lesquelles. Quand elle sortit de la salle de bain, Lucie était dans le couloir et la regarda de bas en haut, avec une expression qui était à la fois l'admiration inconditionnelle d'une sœur et le jugement objectif d'une jeune femme de 17 ans qui avait bon goût. « Maman aurait aimé voir ça », dit Lucie. Nathalie ne répondit pas. Elle prit son manteau, serra sa sœur brièvement mais fermement et sortit. Raphaël l'attendait devant l'immeuble, pas dans la berline. Il était sorti de la voiture et attendait sur le trottoir, les mains dans les poches d'un manteau sombre, le col relevé contre le froid. Quand elle apparut dans l'entrée de l'immeuble, il ne dit rien pendant 2 secondes. Il la regarda. Pas avec la dévotion de quelqu'un qui voit une transformation miraculeuse, mais avec l'attention de quelqu'un qui voit quelqu'un qu'il connaît déjà et que cette vision confirme quelque chose. « Tu es prête ?» dit-il. « Oui », dit-elle. Ils montèrent en voiture. Il conduisait lui-même. La radio était éteinte. Les lumières de Paris défilèrent derrière les vitres, le boulevard périphérique, puis les tours de la Défense qui se rapprochaient dans le noir de décembre, avec leurs illuminations de fin d'année, blanches et froides et vertigineuses.
Nathalie regardait par la fenêtre et pensait à sa mère qui avait porté cette robe à un mariage en Normandie un été et qui avait dansé dessus jusqu'à minuit passé. Elle pensa à Lucie, qui dormirait dans l'appartement cette nuit, avec ses manuels de SVT sur la table et les boucles d'oreilles rangées dans leur petite boîte en carton sur le rebord de la fenêtre. Elle pensa à tous les soirs où elle était entrée dans l'espace Cavalcanti, par la porte de service avec son sac de travail sur l'épaule. Ce soir, elle entrerait par la porte principale. Le sagan principal de l'espace Cavalcanti avait été transformé pour le gala. Les colonnes en acier poli portaient des guirlandes végétales sobres en eucalyptus et baies de gui. Les éclairages de la verrière avaient été réglés en nuances chaudes tirant sur le doré, et l'entrée principale dégageait cette qualité d'air particulière des espaces qui ont été pensés dans le détail. Pas une chaleur agressive, mais un accueil graduel. La température qui monte légèrement dès le sas d'entrée, l'odeur discrète d'une diffusion de jasmin et bois de cèdre. 200 invités circulaient dans le salon. Dirigeants, partenaires commerciaux, clients du groupe, quelques journalistes spécialisés. Les tenues allaient du costume sombre aux robes de soirée élaborées. Un quatuor à cordes jouait dans le coin nord, un Debussy qu'elle reconnut sans pouvoir nommer le titre. Raphaël entra avec elle par la porte principale, et la main qu'il posa brièvement dans le creux de son dos en tenant la porte était naturelle, sans démonstration, le geste de quelqu'un qui fait de la place pour une autre personne parce qu'elle compte. Elle sentit plusieurs regards se poser sur eux dès l'entrée. Elle n'y prêta pas attention. Elle regarda droit devant elle, le salon qu'elle connaissait dans ses moindres angles depuis 2 ans, le parquet en chêne ciré dont elle connaissait les grincements, les tables rondes hautes où elle avait circulé avec son plateau, les colonnes en acier qu'elle avait frôlées des dizaines de fois, et elle laissa tout cela exister ensemble sans contradiction. Elle avait servi ici. Elle était là ce soir. Les 2 choses étaient vraies et aucune n'annulait l'autre. Ce fut dans le premier quart d'heure, alors qu'ils se déplaçaient vers le groupe de partenaires que Raphaël voulait saluer, que Nathalie vit Romain. Il se trouvait à une dizaine de mètres, dans un groupe de 4 personnes, un verre à la main, habillé d'un costume gris perle légèrement différent de celui du gala Tech France, visiblement acheté pour l'occasion, un peu trop neuf dans sa raideur. Il parlait, il riait. Il avait ce mouvement familier de la mâchoire, cette façon de tenir le verre par le pied, comme s'il avait appris que c'était comme ça qu'on faisait. Et puis quelque chose dans la périphérie de son champ visuel attira son attention. Peut-être le mouvement de leur approche, peut-être un visage familier dans la foule, et il tourna la tête. Il vit Nathalie. Le verre de Romain Lefebvre s'immobilisa à mi-chemin entre la table et sa bouche. Son regard fit en une fraction de seconde ce que les regards font quand ils traitent quelque chose d'inattendu et de contradictoire. Il parcourut Nathalie de la tête aux pieds, enregistra la robe bleu marine, le collier, les boucles d'oreilles, la posture, puis glissa vers Raphaël à côté d'elle, puis revint sur elle, puis sur Raphaël encore, et dans ce va-et-vient rapide, on pouvait lire la reconstruction mentale précipitée d'une scène dont il ne comprenait pas encore tous les paramètres, mais dont il commençait à mesurer l'étendue. Nathalie ne s'arrêta pas. Elle continua à avancer avec Raphaël. Elle ne chercha pas le regard de Romain, ne l'esquiva pas non plus. Il se produisit simplement qu'ils se croisèrent dans la trajectoire du salon et qu'elle ne modifia pas la sienne. Elle vit dans sa vision périphérique qu'il était toujours immobile, son verre à mi-hauteur, regardant dans leur direction. Elle n'éprouva pas de triomphe, pas de satisfaction froide, pas de revanche savourée. Elle éprouva quelque chose de plus étrange et de plus précis, la sensation que cette scène aurait pu avoir beaucoup de poids et qu'elle n'en avait pas. Que le poids de quelqu'un qui a dit chacun à sa place peut s'évaporer complètement quand on réalise qu'on a choisi sa place soi-même et que personne d'autre ne décide où elle est. Raphaël l'introduisit auprès des associés du groupe avec une formule simple, naturelle, qui n'était ni une présentation protocolaire ni un marquage de territoire, mais quelque chose d'entre les deux, quelque chose de vrai. Nathalie Moreau, quelqu'un qui m'a appris comment on reçoit vraiment un invité. Les associés, il y en avait 3 ce soir, 2 hommes et une femme, tous la cinquantaine, tous habitués à évaluer rapidement les gens.
la regardèrent avec la politesse professionnelle des gens de ce milieu, et elle leur rendit cette politesse avec la même monnaie, sans chercher à les impressionner, sans se diminuer, avec le même regard ouvert et direct qu'elle avait pour tout le monde depuis toujours, qu'il s'agisse de milliardaires ou de faccineros. La femme, une directrice commerciale nommée Véronique Saulnier, dont Nathalie avait entendu le nom dans un article sur le groupe, s'attarda une seconde de plus que les autres. « Vous travaillez dans l'événementiel » dit-elle. « Pour l'instant dans le service » dit Nathalie. « Mais je me forme en gestion d'événements. » Véronique Saulnier inclina légèrement la tête. « Dans quel organisme ?»« Je commence en janvier au CFPE, formation en alternance. » Un regard bref, évaluatif, mais pas hostile. « Intéressant, » dit-elle simplement. Et elle passa à autre chose. La soirée se déroula avec la densité particulière des soirées où on est présent différemment. Nathalie circula dans le salon qu'elle connaissait depuis le côté du service et le découvrit depuis l'autre côté. Non pas meilleur, non pas pire, simplement différent, avec d'autres angles et d'autres silences. Elle observa les agents de service qui circulaient avec leur plateau avec un regard que personne d'autre dans la salle n'avait. Elle connaissait le poids d'un plateau chargé au bout de 2 heures. Elle connaissait la sensation des semelles après 7 heures debout. Elle connaissait le geste précis qu'on fait pour incliner le plateau sans que les flûtes basculent. Elle nota que la jeune femme qui s'occupait du secteur nord avait les épaules légèrement trop tendues. Début de soirée, pas encore rodée aux flûtes hautes. Elle nota que le responsable de plateau du secteur sud avait optimisé son circuit de façon intelligente, coupant par le couloir central pour éviter les embouteillages près du buffet. Elle nota ces choses avec la même précision qu'elle avait toujours eue. Cette précision qui venait non pas d'un regard de propriétaire, mais d'un regard de quelqu'un qui a fait exactement ce travail et qui sait ce qu'il demande. Vers 22 heures, dans un moment de creux de la soirée où la foule se dispersait entre le buffet et les espaces de conversation, elle se retrouva seule un instant près de la grande fenêtre ouest qui donnait sur le parvis de la Défense. Les lumières des tours se reflétaient sur le verre, et en dessous, sur le parvis, on voyait des silhouettes de passants qui traversaient en relevant le col contre le froid. Elle pensa à tous les soirs où elle avait traversé ce même parvis avec son sac de travail en sens inverse vers le RER. Raphaël s'approcha et se plaça à côté d'elle, regardant la même vue. « Tu vas bien ?» dit-il. « Oui, dit-elle. » Et c'était vrai, profondément vrai, d'une façon différente de la réponse automatique qu'on donne à cette question sans y penser. Elle alla bien ce soir, vraiment, avec toutes ses contradictions et toutes ses incertitudes intactes, avec la robe de sa mère sur elle et le collier simple à son cou et les grincements du parquet qu'elle connaissait par cœur sous ses pieds. « Véronique t'a parlé de la formation, dit-il. « Oui, elle dirige le pôle commercial de Lyon. Elle cherche quelqu'un pour une alternance au printemps. » Nathalie se tourna légèrement vers lui. Il regardait toujours les tours dehors. « Tu ne lui as rien dit ?» dit-elle. « Non, dit-il. Elle t'a parlé parce qu'elle t'a regardé. » Un silence. Dehors, une silhouette en manteau traversait le parvis en courant légèrement, pressée d'arriver quelque part ou pressée de partir, on ne savait pas. « Je n'ai pas besoin que tu ouvres des portes pour moi, » dit-elle. « Je sais, » dit-il. « C'est pour ça que je n'ai rien dit. » Elle le regarda. Il y avait dans son profil, éclairé latéralement par les lumières du salon, quelque chose de tranquille et de solide, qui n'était pas l'assurance des gens qui ont de l'argent, mais quelque chose de différent. La solidité des gens qui ont perdu quelque chose d'important et qui se sont reconstruits, non pas en comblant le manque, mais en apprenant à vivre avec lui. Elle reconnaissait ça parce qu'elle l'avait fait aussi, à sa façon, avec ses propres pertes. Pas de l'émotion superficielle, quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à la certitude tranquille que cette personne à côté d'elle ne cherchait pas à la transformer, ne cherchait pas à être transformée par elle, cherchait simplement à être là, avec elle, dans les moments réels, ordinaires, difficiles et légers de la vie. La soirée se termina peu avant minuit. Les invités partirent. Progressivement, les agents de service commencèrent le démontage des buffets, le quatuor à cordes rangea ses instruments. Raphaël passa 20 minutes à faire ses au revoir professionnels et Nathalie l'attendit près de l'entrée, son manteau sur les épaules.
regardant le salon se vider progressivement comme elle l'avait vu se vider des dizaines de fois depuis le couloir des services. Ce soir, elle le voyait depuis la salle, et la salle vidée avait cette beauté mélancolique des espaces qui viennent d'accueillir des gens et qui en gardent la trace. Les verres à moitié remplis, abandonnés sur les tables hautes, les chaises légèrement déplacées, les compositions florales un peu affaissées, les lumières qui semblaient moins vives maintenant que la foule les avait absorbées pendant des heures. Elle vit Romain partir. Il traversa le hall d'entrée avec le directeur de Tech France, son manteau sous le bras, et à l'entrée, il se retourna une dernière fois. Un réflexe, ou peut-être pas un réflexe. Leurs regards se croisèrent brièvement. Une demi-seconde. Elle ne dit rien. Elle n'eut pas besoin de dire quelque chose. Elle était là, dans la robe de sa mère, avec le collier simple à son cou, et il repartait dans le froid de la défense. C'était suffisant. C'était même, à sa façon tranquille, tout. Janvier arriva avec ce froid sec et net que Paris réserve parfois aux premiers jours de l'année, un froid sans nuages qui rendait le ciel d'un bleu presque irréel au-dessus des toits et des cheminées, un froid qui criait les textures, la pierre des immeubles plus grise, le métal des grilles plus noir, les arbres plus nus, comme si l'hiver avait décidé d'être lui-même sans atténuation. Nathalie commença sa formation au CFPE le second lundi de janvier. Le centre de formation aux professions de l'événementiel était installé dans un immeuble fonctionnel du 12e arrondissement, 3 étages de salle de cours, aux tableaux blancs et aux chaises empilables, des couloirs qui sentaient le café de distributeur et le papier de photocopie. Elle arriva à 8h40, le premier matin, avec son carnet neuf, son stylo et ce mélange de légèreté et de concentration qu'elle reconnaissait en elle comme l'état dans lequel elle fonctionnait le mieux. Pas l'excitation de quelqu'un qui part à l'aventure, mais la clarté de quelqu'un qui sait pourquoi il est là et ce qu'il en fera. Il y avait 22 étudiants dans sa promotion. Des gens de tous âges, quelques jeunes sortis directement du bac, quelques autres en reconversion professionnelle comme elle, une femme de 50 ans qui avait travaillé 20 ans dans la restauration collective et voulait passer de l'autre côté de l'organisation. Le formateur principal s'appelait Thierry, un homme d'une 50aine d'années qui avait dirigé pendant 15 ans la logistique d'une agence événementielle lyonnaise avant de se mettre à l'enseignement. Et qui avait cette qualité rare des enseignants pratiques. Il ne parlait jamais de théorie sans l'ancrer dans un cas réel, une erreur commise, une solution trouvée dans l'urgence d'un événement qui déraillait. Dès la première semaine, Nathalie comprit qu'elle savait déjà une partie de ce qu'on lui enseignait, pas la partie conceptuelle, pas le vocabulaire de la gestion de projet, mais la partie sensible, la partie qui s'apprenait avec les pieds et les mains et le regard. Elle savait ce que vivait un agent de service pendant les 2 dernières heures d'un gala. Elle savait ce que c'était que de courir entre la cuisine et la salle quand le traiteur avait du retard. Elle savait ce que signifiait un invité mécontent à 22 heures, quand tout le monde était épuisé et qu'il fallait quand même sourire et régler le problème. Elle nota ses observations dans son carnet avec la même précision qu'elle avait pour tout. Ce qui manquait dans les cursus de formation, ce que les formateurs théorisaient sans l'avoir vécu, les angles morts de la gestion d'événements quand on l'apprend depuis un bureau plutôt que depuis le terrain. Elle payait la formation avec son propre argent. Elle avait mis de côté pendant 6 mois, réorganisé son budget avec une rigueur d'orfèvre, réduit les dépenses non essentielles à ce qu'elle appelait le strict vivable. Ce n'était pas de la fierté excessive. Ce n'était pas le refus d'aide pour des raisons idéologiques. C'était simplement la certitude que cette chose-là devait lui appartenir entièrement, sans dette symbolique ni réelle envers quiconque. Ce qu'elle construirait dans l'événementiel, elle le construirait depuis ses propres fondations. Raphaël le savait et respectait cela avec cette discrétion qu'il avait pour toutes les choses importantes. Il ne proposa jamais de payer. Il ne suggéra jamais de piston, de contact utilisé, de porte ouverte en avance. Ce qu'il fit, et ce qu'elle accepta parce que ce n'était pas de l'aide, mais de la présence, c'est qu'il lui parla de son groupe avec une ouverture totale, répondant à ses questions sur la logistique, l'organisation, les erreurs qu'il avait commises dans les premières années, les choses qu'il avait apprises trop tard, les angles qu'il aurait travaillés différemment.
Ce n'était pas du mentorat formalisé. C'étaient deux personnes qui parlaient de quelque chose, qu'elles connaissaient toutes les deux, depuis des hauteurs différentes, et dont les perspectives se complétaient. Vers la mi-janvier, un soir où ils étaient assis dans l'appartement de Neuilly, la première fois que Nathalie y entrait, et elle avait regardé les 275 mètres carrés avec les baies vitrées et la table de 12 places avec l'honnêteté de quelqu'un qui ne prétend pas que la différence n'existe pas. Raphaël lui avait montré les plans du troisième espace, celui de Bordeaux, en cours de rénovation. Il lui avait demandé son avis sur l'organisation du flux des équipes de service dans la configuration en cocktail dînatoire. Elle avait regardé les plans, pris le stylo qu'il lui tendait et indiqué 3 points de congestion potentielle qu'elle avait identifiés en 30 secondes parce qu'elle avait vécu des configurations similaires depuis le terrain. Raphaël la regarda dessiner ses annotations sur le plan avec une expression qu'elle ne vit pas parce qu'elle regardait le papier, mais qui était, si on l'avait photographié à ce moment précis, quelque chose qu'on n'aurait pas pu appeler autrement que de la tendresse spécifique qu'on éprouve pour quelqu'un dont on voit l'intelligence s'exercer et dont on réalise qu'on avait envie de voir exactement ça. « Tu devrais montrer ça à l'équipe de Bordeaux, » dit-il. « Je suis étudiante en formation, » dit-elle, sans lever les yeux du plan. « Tu es quelqu'un qui sait des choses que l'équipe de Bordeaux ne sait pas encore. » Elle posa le stylo et le regarda. « Ne commence pas à m'inventer un parcours avant que j'en ai un. » Il leva les mains en geste de capitulation légère, mais dans ses yeux, il y avait ce sourire qu'il gardait pour les moments où elle disait quelque chose de précis et de juste, et qu'il ne cherchait pas à contredire. Ils ne mirent pas d'étiquette sur ce qu'ils étaient, l'un pour l'autre. Ce n'était pas une stratégie ou une prudence calculée, c'était simplement qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils se voyaient, ils se parlaient. Ils partagèrent des repas dans des endroits simples et des conversations qui duraient plus longtemps que prévu, parce que ni l'un ni l'autre ne cherchait à y mettre fin. Raphaël rencontra Lucie 2 autres fois, une fois dans l'appartement d'Ivry où il apporta des croissants sans prévenir un samedi matin parce qu'il passait dans le quartier. Et Lucie l'accueillit avec la même observation silencieuse de la première fois, puis passa 30 minutes à lui poser des questions sur les espaces événementiels avec une curiosité professionnelle que personne n'avait anticipée, mais qui fit sourire Nathalie de la façon dont on sourit quand une personne qu'on aime confirme quelque chose qu'on savait déjà d'elle. Une autre fois au parc de Bercy, un dimanche de fin janvier où le froid avait légèrement cédé et où les premiers crocus pointaient timidement entre les plaques de givre, Lucie marcha devant eux en regardant les arbres et dit à voix haute, sans se retourner, d'une voix qui portait juste assez pour être entendue, « J'ai l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. » Nathalie et Raphaël se regardèrent brièvement, côte à côte, sur l'allée du parc. « Pas si longtemps, » dit Raphaël. « Ça ne se voit pas, » dit Lucie, toujours sans se retourner. Il y eut un silence où ni Nathalie ni Raphaël ne dirent rien, et dans ce silence il y avait quelque chose d'entier, de posé, de suffisant. En février, Véronique Saulnier contacta Nathalie directement. Pas par l'intermédiaire de Raphaël, elle avait obtenu ses coordonnées en passant par le CFPE, après une démarche formelle, pour lui proposer un entretien pour le poste d'alternante en gestion opérationnelle au groupe Cavalcanti-Lyon. Nathalie prévint Raphaël avant de répondre. Il dit « C'est ta décision ». Elle dit qu'elle savait. Elle réfléchit 2 jours. Elle accepta l'entretien. L'entretien avec Véronique Saulnier dura 1h15 dans les bureaux lyonnais que Nathalie rejoignit par TGV un mercredi matin. Son carnet sous le bras et son CV d'1 page et demie qu'elle avait réécrit 5 fois pour qu'il soit précis et honnête. Ces années chez Saveur & Art, décrites avec leurs réalités exactes, les chiffres, les types d'événements, les responsabilités réelles, sans euphémisme et sans fausse modestie. Véronique Saulnier lut ce CV en silence, lui posa des questions directes auxquelles Nathalie répondit avec la même directness, et à la fin de l'entretien lui dit « Je vous rappelle la semaine prochaine ». Elle rappela le jeudi. Le poste était pour Nathalie, si elle le voulait. Salaire de 3 250 €, plan de carrière formalisé, aucun favoritisme. Véronique Saulnier avait précisé ce dernier point avec une clarté qui indiquait qu'elle avait anticipé la question
et qu'elle avait décidé d'y répondre avant qu'elle soit posée. Vous avez le poste parce que vous avez les compétences et la trajectoire. La relation que vous avez avec Raphaël ne m'intéresse pas professionnellement. Ce n'était pas de la froideur, c'était du respect, et Nathalie le reconnut comme tel. Elle accepta. Ce soir-là, elle appela Raphaël pour lui dire. Il y eut un silence bref à l'autre bout du fil, le silence de quelqu'un qui reçoit une bonne nouvelle et prend un moment pour la laisser exister avant de répondre. « Félicitations », dit-il. Sa voix était calme, mais il y avait dedans quelque chose de chaud, quelque chose qui ne cherchait pas à être contenu. « Je commence le 1er mars, dit-elle. « Je sais, dit-il. Véronique m'a dit qu'elle t'appelait cette semaine. Je ne lui ai pas demandé le résultat. Je sais que tu ne lui as pas demandé. » Un silence à nouveau, mais un silence différent des silences du début, plus facile, plus habité. Le silence de deux personnes qui savent s'y trouver. « Je vais fêter ça avec Lucie ce soir, dit-elle. Des crêpes, c'est ce qu'on fait pour les bonnes nouvelles. Des crêpes, répéta-t-il, et elle entendit le sourire dans sa voix. Demain soir, si tu veux, dit-elle. Demain soir, dit-il. Elle raccrocha. Lucie était dans le salon avec ses manuels, et Nathalie entra dans la cuisine, sortit la poêle à crêpes du placard du bas, le paquet de farine, les œufs, le beurre, le lait. Elle prépara la pâte avec les gestes précis que sa mère lui avait transmis. La farine d'abord, puis les œufs au centre, puis le lait progressivement pour éviter les grumeaux, puis le beurre fondu, puis la pâte qu'on laisse reposer 20 minutes. Parce que la mère disait que les crêpes réussies demandaient de la patience, et que la patience n'était pas une perte de temps, mais un investissement dans le résultat. Lucie sentit l'odeur de la pâte et débarqua dans la cuisine avec l'expression exacte qu'elle avait depuis l'enfance quand il y avait des crêpes. Les yeux légèrement plus grands, un sourire involontaire. « Bonne nouvelle ?» dit Lucie. « Très bonne nouvelle. »« Le poste ?» ?»« Le poste ?» Lucie fit un bruit de victoire discrète et prit 2 assiettes dans le placard. Elles mangèrent les crêpes debout dans la cuisine, l'une en face de l'autre de chaque côté du plan de travail, avec du sucre et du citron pour Nathalie, de la pâte à tartiner pour Lucie, dans l'appartement de 39 mètres carrés à Ivry-sur-Seine, avec le radiateur électrique qui ronronnait, la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure, la lumière jaune de la cuisine qui éclairait leurs 2 visages dans le froid du dehors. C'était ordinaire et c'était tout. C'était exactement ce que c'était censé être. Nathalie prit sa dernière crêpe et pensa à sa mère. Elle pensa à Sandrine Moreau, qui avait travaillé toute sa vie sans se plaindre et qui avait transmis à ses filles non pas la résignation, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile à nommer, la conviction que la dignité ne dépendait pas de la reconnaissance des autres, que vivre honnêtement avait une valeur intrinsèque qui n'attendait pas d'être vue pour exister. Et elle pensa que peut-être ce soir, dans cette cuisine, cette conviction venait de trouver quelque chose qu'elle n'avait jamais cherché activement. Pas une récompense, pas une validation, mais une continuation. Quelque chose qui ressemblait à la vie qui s'élargit quand on ne la rétrécit pas par peur. Les semaines suivantes apportèrent ce que les vraies choses apportent toujours, non pas la facilité, mais la texture. Il y eut des désaccords. Il y eut un soir où Raphaël prit une décision concernant l'organisation d'un événement sans consulter les équipes de service, et Nathalie lui dit sans détour qu'il avait tort, que ce type de décision prise en haut sans remonter du terrain produisait exactement les problèmes qu'il cherchait à éviter. Il écouta, réfléchit, reconnut qu'elle avait raison et modifia la décision. Il y eut un matin où Nathalie arriva épuisée à une réunion avec Véronique Saulnier après une nuit où Lucie avait eu de la fièvre et où elle avait dormi 2 heures et elle fit une erreur de calcul dans une estimation de coût que Véronique corrigea sèchement et Nathalie rentra chez elle ce soir-là avec cette fatigue particulière des gens qui font beaucoup de choses et qui touchent parfois leurs limites. Raphaël l'appela ce soir-là et elle lui dit qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin de dormir. Il dit d'accord, il n'insista pas. Il envoya un message à 23 heures qui disait juste « Bonne nuit ». Elle l'avait relu 2 fois avant d'éteindre la lumière. Il y avait entre eux cette vérité simple et difficile à tenir des vraies relations,
que l'autre n'est pas une solution à vos manques, mais une présence qui vous permet de les traverser différemment. Que l'amour, quand il existe vraiment, ne supprime pas les difficultés, mais les change de nature. Elles restent difficiles, mais elles ne sont plus solitaires. Nathalie le comprit de façon définitive un vendredi soir de mars, 3 mois après le gala de décembre, dans un endroit qu'elle n'aurait pas pu prévoir. Ils marchaient dans le parc de Bercy. Ils y revenaient souvent. Ce parc avait cette qualité des lieux qui absorbent les saisons et les gardent toutes en même temps, l'hiver dans les racines et le printemps dans les premières feuilles. Il faisait froid encore, mais différemment. Ce froid de mars qui hésite, qui recule parfois et qui laisse passer des moments de douceur impromptus entre 2 jours de gris. Les platanes commençaient à bourgeonner, de minuscules points verts sur les branches noires, presque imperceptibles à distance mais visibles de près, la vie qui revient avec cette discrétion absolue qui est peut-être sa caractéristique la plus fidèle. Ils s'arrêtèrent sur le banc, le même banc que la deuxième rencontre, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait planifié, reconnaissant l'endroit au même moment et s'y dirigeant naturellement. Le parc était presque vide à cette heure, juste une joggeuse au loin et 2 enfants en manteau rouge et bleu qui couraient autour d'un jet d'eau éteint pour la saison, leur rire arrivant jusqu'au banc porté par le vent léger. Raphaël regarda les enfants courir pendant un moment. « Je pense souvent à mon père ici, » dit-il. Il aimait les parcs. Il disait que les parcs sont les seuls endroits où tout le monde est égal, parce que personne ne possède un parc. Nathalie sourit légèrement. Il avait raison. Il aurait beaucoup aimé te connaître. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa cette phrase exister dans l'air froid du parc, avec les rires des enfants en fond et les platanes qui bourgeonnaient au-dessus d'eux. « Ma mère aurait eu beaucoup de questions pour toi, dit-elle. Elle posait toujours trop de questions aux gens qu'elle rencontrait. Ça mettait tout le monde mal à l'aise, sauf les gens qui n'avaient rien à cacher. » Raphaël rit doucement. « J'aurais répondu à toutes ces questions. » « Je sais, » dit Nathalie. Ils restèrent là, sans parler pendant plusieurs minutes, regardant les 2 enfants en manteau qui avaient maintenant trouvé un autre jeu. Ramasser des feuilles mortes et les lancer en l'air pour les regarder retomber, encore et encore, avec cette fascination absolue que les enfants ont pour les choses simples qui bougent. La joggeuse était repassée dans l'autre sens. Une mésange s'était posée sur le bord du banc, avait regardé dans leur direction avec ses petits yeux noirs brillants et était repartie. Nathalie sentit la main de Raphaël trouver la sienne sur le banc. Pas un geste dramatique, pas une déclaration, juste une main posée sur une autre main, dans le froid de mars, dans un parc public où personne ne les regardait. Elle ne retira pas sa main. Elle laissa ses doigts s'entr'ouvrir légèrement et les siens s'y glisser. Et ce geste simple produisit en elle quelque chose qu'elle n'avait pas su qu'elle attendait. Pas du soulagement, pas de la joie explosive, mais une sorte de solidité tranquille, comme quand une chose trouve enfin l'endroit où elle tient. Et là, dans ce parc de Paris en mars, avec les feuilles mortes qui volaient, et les enfants qui riaient, et les platanes qui bourgeonnaient au-dessus d'eux, Nathalie Moreau comprit que la dignité n'avait pas besoin de public pour exister. Qu'on pouvait tenir un plateau parfaitement horizontal, sous les rires d'un homme qui ne valait pas une larme, traverser un salon de gala dans la robe de sa mère sans chercher de revanche, commencer une formation avec son propre argent sans attendre que quelqu'un décide qu'on en est capable, qu'on pouvait faire tout ça seul, longtemps, et que c'était suffisant. Et qu'il arrivait parfois, pas toujours, mais parfois, que le monde finisse par voir, non pas parce qu'on l'avait réclamé, non pas parce qu'on avait attendu d'être prouvé, mais simplement parce qu'on avait continué d'exister avec vérité. Ce n'était pas une fortune, ce n'était pas une revanche. C'était quelqu'un qui tenait sa main dans le froid. C'était une sœur qui dormait à Ivry avec ses manuels de SVT. C'était un travail construit depuis ses propres fondations. C'était le souvenir d'une mère qui croyait que ce qu'elle avait était suffisant. C'était du bruit d'enfant dans un parc public où personne ne possède rien. C'était la vie telle qu'elle peut être quand on refuse qu'on vous dise quelle place vous occupez. Et c'était tout. Et c'était immense. Et c'était réel.